Quel plaisir d'accueillir Mutualia pour une table d'hôtes qui va finalement nous intéresser ici sur le stand Agri-Demain Eurotoc. C'est vrai que l'agriculture est au cœur de notre alimentation, je dirais par extension de notre santé, mais on va se préoccuper de la santé de celles et ceux en tout cas qui nous nourrissent. On va faire un tour de table pour se présenter, je dirais de manière personnalisée, et puis on se lance dans un débat d'une heure pour se documenter. Francis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Francis Ouvreur, je suis président du groupe Mutualia et heureux de vous accueillir sur cette table aujourd'hui. Chantal. Alors, Chantal Gasquel, je suis secrétaire perpétuelle de l'Académie d'agriculture et dans ma vie antérieure, j'ai été chercheuse à INRAE. Voilà, Bernard. Bernard Schmitt, je suis médecin, enseignant-chercheur à l'École nationale de la santé publique et je suis le cofondateur de la filière alimentaire Bleu-Blanc-Cœur. Très bien. Mickaël est avec nous aussi. Bonjour, Mickaël Méléger. Le son est très bas. Ouais, Mickaël, on va changer de micro, c'est les petits aléas. Donc bonjour, Mickaël Ménager de la société Adéquation Études Marketing. Nous sommes un institut d'études qui questionne, en effet spécialisé dans le monde agricole, et nous avons réalisé pour le compte de Mutualia un baromètre en interrogeant des agriculteurs sur notamment leur santé et les maux rencontrés par la population agricole. En face, un chef Eurotoc, Thierry, ravi de t'accueillir. Bonjour, donc Thierry Henriot, chef Eurotoc, et moi je suis assez spécialisé dans la nutrition chez les personnes âgées, ou la malnutrition bien sûr. Ah ben on va en parler également. Yvon Sarraute, sans commune mesure. Alors Sarraute Yvon, producteur, je vais dans le Tarn-et-Garonne, de fruits, pommes, kiwis, lait de chèvre et maïs semences, et je produis, je dirais, pour, disons, aider à la consommation et à la santé des producteurs et des citoyens. Philippe, merci d'être avec nous. Philippe Pavard, donc je suis journaliste, je suis directeur de la rédaction de la France Agricole. Voilà, et je m'intéresse depuis longtemps au sujet de santé. Une Donc, vraie bibliothèque, on va voir la presse. Ça tombe bien, oh non, la presse pas nous est cette utile. prétention. Non, pour ça, il y a PubMed. Marie-Christine. Marie-Christine Chambre, je suis présidente d'une fédération de retraités, Initiative Retraite. Et nous sommes bien sûr très sensibles à la santé de nos ressortissants qui, pour l'essentiel, sont d'anciens actifs agricoles. Très bien. Francis, je me tourne vers vous. Je ne vais pas parler au président, je vous l'avais promis, mais finalement à l'agriculteur, c'est ça qui est important parce que c'est vrai que quand on parle de santé et d'alimentation, on a toujours cette image d'Épinal. Vous savez, quand on est dans les allées, on peut arrêter les gens, on leur demande c'est quoi une exploitation agricole ou une ferme. Avec un petit peu d'humour, je dis il y a toujours coin-coin et groin-groin dans la basse-cour. Il est loin ce temps-là, bien évidemment. L'agriculture a changé forcément son mode de fonctionnement. On va voir si le bien-être, en tout cas, est toujours au cœur de vos vies du quotidien. Vous, Francis, vous êtes dans quelle région ? Oui, donc moi je suis de la région à côté de La Rochelle, dans le Marais Poitevin, c'est un peu plus connu. Donc je suis, je vais dire, exploitant agricole en production céréalière. Donc on est en production de blé, de maïs, de tournesol, de blé dur aussi pour faire les pâtes et la semoule. Et depuis quelques temps, on s'est porté sur un nouveau produit qui est le pois chiche, parce qu'il y a une demande auprès de la part de la coopération sur les pois chiches. Donc c'est un produit nouveau pour nous, mais donc on a à cœur de faire ce nouveau produit. Et c'est vrai que moi je triche un peu parce que depuis un an je fais la retraite, j'ai transmis à mon fils. On allait y venir. Ouais. Voilà, donc mais j'ai eu à cœur de faire de ce métier-là pendant 40 ans pratiquement. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur de faire des bons produits, des produits de qualité. Bon, certes en quantité c'est importante parce que c'était une surface de 200 hectares. Bon, ça reste une surface céréalière correcte. Mais on a toujours à cœur de faire des bons produits pour que ce soit des produits sains. Vous êtes coopérateur ? On est coopérateur, oui. Est-ce qu'on mange, quand on est un coopérateur, les produits de son exploitation ? On en garde un petit peu pour soi ? Toujours, oui. Toujours, ça c'est important. Les produits qu'on peut consommer, je veux dire, le blé dur... Oui, le blé dur, c'est plus difficile. Non. On va attendre que ça devienne des pâtes. Non, mais les pois chiches, c'est facile à faire. Oui, on peut les garder, parce qu'on les récolte secs, donc on peut
on peut les je faire voulais démarrer gonfler. tout de suite avec ce bien-être, parce qu'elle est fondamentale entre alimentation et puis aussi, je dirais, la démarche physique et mentale. Le fait d'avoir transmis, on l'évoquera, parce que c'est une vie de travail. Oui. Ça fait, j'imagine, du bien de savoir que les enfants reprennent. Oui, tout à fait. Moi, je suis très satisfait d'avoir pu transmettre à mon fils. Bon, il a fait les écoles d'agriculture, donc ça, c'était déjà une satisfaction. Et il est resté intéressé au projet. Et il a les mêmes ambitions que moi. Il travaille de la même manière, enfin, je veux dire, pour faire des produits de la même sorte, je veux dire, de qualité. Et ça, c'est toujours enrichissant. Ça fait plaisir de voir qu'on a transmis quelque chose et il le porte. Voilà, Justement, on avait une image, je blaguais tout à l'heure avec nos amis les canards et les cochons, mais est-ce que vous avez une pédagogie de la santé dans le monde agricole? On a cette image un peu de dureté, on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir, oui. Le soir à la lueur non pas de la bougie, mais de l'ampoule, il faut faire tout l'administratif. Est-ce que finalement c'est un métier un peu compliqué. C'est vrai qu'on a beaucoup de pôles d'activité. On a le côté administratif qui nous prend du temps, qui amène un peu de stress parce qu'il ne faut pas se tromper non plus, là, parce que ça engage beaucoup d'argent. Et puis après, on a le stress de la météo, parce qu'on veut travailler bien, on veut travailler la terre. Dans de bois, c'est encore plus compliqué, parce que je suis dans des terrains de marais, des terrains argileux, donc la terre est fragile, il faut la prendre avec soin. Donc il faut faire attention à bien travailler notre terre dans les bonnes conditions météo. Et à chaque fois, on est un peu stressé par tout ça. On doit dépendre un peu de cet environnement météo. Et puis Ce stress, il vient parce qu'il suffit de peu pour que tout soit mis à ruiner, quoi. Oui. La problématique, elle est là. On peut être pendant 2 mois très bien. Et puis une catastrophe climatique, 2 jours, 3 jours, et voilà. on part à zéro. Ça fait partie de notre métier. Bon, avec l'âge, moi j'ai appris que voilà, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, à un moment donné, on arrivera toujours à le faire d'ici, même si c'est pas maintenant, ça sera dans 1 mois ou dans... Enfin bon, je parle des semis et tout ça, où les récoltes, il faut les faire dans l'instant, je veux dire, on ne peut pas se permettre d'attendre. Mais des travaux du sol, tout ça, on apprend avec le temps dans notre métier à être patient, parce que ça fait partie de notre métier, quoi. Il faut savoir être patient. Je sais que mon fils, il est un peu moins en ce moment, parce que bon, il est jeune, il démarre son projet, donc il a peut-être un peu plus de peur qu'un ancien qui est déjà stabilisé financièrement. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a toujours peur que ça soit compliqué, quoi. Mais on reviendra sur la physionomie de l'exploitation. Je vais me tourner vers vous, monsieur Yvon Sarraute, avec un accent forcément d'Occitanie. Justement, tu as démarré la vie agricole, Yvon, il y a très longtemps. Oui, je dirais, il y a, disons, dans les années 80. Hein. Ouais. Bon, et aujourd'hui, moi aussi, je dirais, le temps passe. Je dis, j'ai la relève, donc c'est avec plaisir. Je dirais, et c'est un contexte agricole où c'est que, je dirais, encore, il y a de l'espoir. Alors justement, la vie, on s'imagine, je dirais, une vie heureuse, une vie dynamique. Sur le plan, je dirais, inquiétude, toi, Yvon, qu'est-ce qui t'a le plus, j'allais dire, miné? Allons-y. 2 choses. Déjà, en premier temps, disons, il faut aimer son métier. Et 2, l'inquiétude, je dirais, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que, je dirais, l'administratif est venu très, disons, lourd dans nos exploitations. Avant, je dirais, on produisait, on vendait. Aujourd'hui, la partie, je dirais, 50% de notre travail, c'est de l'administratif. Et ça, disons, l'agriculture, quand même, disons, on est habitué à être dans la nature, c'est quand même lourd. Alors, une administration qui s'est numérisée en plus. Alors avant, on croulait sous les papiers. Maintenant, il faut avoir les bons codes et cliquer comme quoi on n'est pas un robot. Je dirais, c'est sûr que ma génération, disons, on a débuté avec les papiers et la comptabilité, d'abord, je dirais. Et aujourd'hui, tout se fait par informatique, je dirais par gestion, que ce soit gestion des parcellaires, gestion économique et gestion technique aussi. Et ça, Yvon, tu t'y es mis tout seul? Mais je dirais pas de souci. Hein. Je dirais la vie est un rouleau compresseur. Hein. Où on avance, on reste derrière. Donc on n'a pas le choix. Alors on parle souvent de déserts médicaux en ruralité. Tu as une vingtaine de kilomètres de Montauban. Ton rapport justement à la santé personnelle et de tes salariés? Je dirais là aussi, aujourd'hui il y a eu une évolution. Je dirais, le docteur ne vient plus dans les fermes. Je dirais. Il faut souvent, je dirais, avoir un médecin traitant et avoir un rendez-vous. Et après, le gros souci, c'est quand même, c'est avec les spécialistes, je dirais, que là, souvent, les rendez-vous sont 6 mois, voire 8 mois. Et là, je dirais quand même, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu scandale. Ouais. Justement, ta MSA, c'est ta base, hein, puisque
on va dire la MSA pour le monde agricole, la CPAM pour les salariés, je caricature un trait, mais nous y sommes. Aborder justement ta santé, c'était finalement travailler avec ce fonds social et solidaire, et puis la mutuelle nécessaire quand même pour préserver les risques. Je dirais aujourd'hui 2 points. Tout d'abord, je dirais qu'il faut qu'on garde longtemps notre MSA, parce que je dirais la MSA, je dirais, est proche de l'agriculture. Oui. Malgré que certains, je dirais, souvent disent l'inverse, mais aujourd'hui, il faut qu'on garde, je dirais, la MSA, parce qu'encore l'agriculture peut discuter, je dirais, avec la MSA, il n'y a aucun souci. Et après, la complémentaire, je dirais, c'est une obligation. C'est parce que les frais de santé aujourd'hui sont tellement importants qu'on est obligé d'avoir une complémentaire. Je dirais, c'est impensable de ne pas en avoir. Justement, avec l'âge, j'étais encore un jeune, tu sais à mes yeux, Yvon, hein. Mais est-ce qu'en vieillissant, on vient se couvrir différemment? Est-ce qu'en vieillissant, j'imagine, les choses deviennent plus dures, même si la mécanisation, l'automatisation et les robots qu'on peut avoir peuvent venir soulager, mais le corps reste un corps et malgré tout, il s'use. Et je dirais, c'est sûr que, bon, à 20 ans, on est plus agile qu'à 50 ou 60. Mais c'est là que, je dirais, la complémentaire vient utile, parce que plus on prend de l'âge, je dirais, que ce soit du point de vue de la vue ou physique ou autre, c'est là qu'arrivent les problèmes, je dirais. Donc, la complémentaire est indispensable. Ouais. Et heureusement, je dirais, qu'on a pas mal de choix et que, je dirais, au moins dans l'agriculture, Mutualia, il ne faut pas oublier, je dirais, c'est quand même une naissance de la MSA. Bah, ouais, justement. Avant que je me tourne vers Mickaël, pour avoir, je dirais, une sélection de petits soucis, est-ce que tu as eu un coup dur dans ton exercice qui t'a imposé, je dirais, un arrêt de travail Moi, aujourd'hui, je dirais, j'espère, j'ai eu pas trop de coups durs, mais certains, ça peut arriver. Tu n'en as jamais eu, toi, Yvon? Non. Non, voilà, mais après un accident est vite fait, le gars il se coupe une jambe ou autre, et c'est là que c'est pas qu'un accident, ça, Yvon. Oui, mais je dirais, c'est là que la complémentaire est vraiment indispensable. Ouais. En plus, si je peux aller un peu plus loin, je dirais, il faut savoir que ce soit la MSA ou le complémentaire, prennent en charge une partie, disons s'il faut un service de remplacement, puisque dans l'agriculture on a un service de remplacement, et il y a la participation des affaires sociales MSA qui participent à prendre en charge avec la complémentaire une partie du salaire de ses salariés, et je crois que c'est indispensable pour la maîtrise et l'assiduité de l'exploitation. Ouais, je pense que c'est important. Mickaël, justement, ça fait un peu plus d'un an peut-être là, que vous avez des chiffres avec une nomenclature là aussi de soucis, mais il n'y a pas de petits soucis quand on en a des soucis, parce qu'un souci reste toujours avec un S majuscule. Quelle est la physionomie justement de ces problèmes que le monde agricole rencontre, hommes ou femmes? Il y a peut-être un différentiel d'ailleurs en fonction là aussi de notre physionomie. Il y a une malédiction sur le micro, Mickaël, hein. Faut le tenir plus haut. Faut le tenir plus haut. Faut le tenir plus haut. Alors on va le changer. Ça va peut-être marcher. Ah oui. Donc c'est technique. C'est technique. Voilà. Alors ouais, dites-nous. En tout cas, Yvon a les codes pour tenir le micro. Moi, je les avais pas. Hein. Voilà. Ouais, je vais prendre un exemple sur Yvon. C'est ça l'apprentissage, la transmission. Je rappelle juste une chose, c'est-à-dire que cette enquête a été réalisée début novembre. Elle a été administrée par Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population agricole. Le premier quand même indicateur qui est marquant, on a eu des taux de réponse très très forts et très très vite. C'est-à-dire qu'on est un institut d'études, on s'intéresse aux agriculteurs, mais principalement on s'intéresse aux agriculteurs pour savoir ce qu'ils pensent de tel ou tel produit. Là, on a interrogé les agriculteurs sur leurs problématiques à eux, d'accord, sur comment ils se sentent et notamment sur leur santé. Et c'est rare d'interroger les agriculteurs, donc je me remercie Mutualia pour cette démarche. D'accord, et c'est intéressant. Et puis c'est plein d'enseignements. Ouais. Le premier mot qui revient, c'est le mal de dos. 90% des agriculteurs déclarent avoir eu un problème de dos dans les 12 derniers mois. D'accord. Et il y a cette notion de fréquence. Ils sont 50% à déclarer régulièrement et c'est beaucoup plus fort chez les femmes. Donc là, c'est notamment aussi un indicateur. Donc les femmes déclarent, au même titre que les hommes, avoir des problèmes de dos, mais plus fréquemment. Ensuite, on retrouve des mots assez classiques, des problèmes dentaires, des problèmes d'audition. Autour de 30-40% déclarent avoir des problèmes dentaires ou d'audition. D'accord ? La vision est un mot aussi important, à hauteur de 64%, principalement plus fort chez les femmes, à hauteur de 77%. Est-ce que c'est une cause et un effet de cause à effet ? En tout cas, est-ce que les femmes font plus d'administratifs que les hommes au sein de l'exploitation ? Ça peut être notamment une cause. Et ensuite, on retrouve les problèmes quand même assez forts de stress et d'anxiété.
puisqu'ils sont 90% à déclarer ressentir du stress. Et ça, ils sont 57% à le déclarer très souvent. Et Yvon, je trouve, l'a très bien dit, c'est-à-dire que l'informatisation, l'administratif, le pôle administratif, comme tu le dis Yvon, hein, c'est ce qui nous a le plus miné en fait. Et je pense que ce sont ces effets-là aussi qui ont tendance à surcharger quelque part la charge mentale des agriculteurs. Ils ne sont plus là que pour produire, ils sont là aussi pour la paperasse, l'administratif, et ça pèse de plus en plus dans les exploitations. Justement, Marie-Christine, je sais que vous avez un long parcours au sein de la MSA en l'occurrence. Les propos que vous entendez, vous corroborez ? Ben, les propos que j'entends me font nécessairement réagir. C'est bon le micro ? Oui. Ça fonctionne ? Voilà, très bien. Ça fonctionne bien. Fort, ouais. Bon, ben, c'est parfait. Donc, sur deux registres. Le premier, le registre santé en agriculture, concerne autant les exploitants agricoles que les salariés agricoles. Mais ce ne sont pas peut-être tout à fait les mêmes pathologies. Les actions de prévention par rapport aux risques liés à l'activité professionnelle ne sont sans doute pas les mêmes. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de compléter votre regard par un regard sur d'autres profils. Ce qui me fait réagir, mais ça c'est sans doute mon identité et mon parcours personnel, c'est la question de la vision en disant peut-être que les femmes font plus d'administratif que les hommes. Et du coup, alors la question c'est... Bon, peut-être qu'elles font plus d'administratif que les hommes, mais est-ce que c'est parce qu'elles font de l'administratif qu'elles s'abîment les yeux, ou est-ce que c'est parce qu'elles font de l'administratif qu'elles ont l'occasion de voir que justement il y a un problème de vision et donc de s'engager? Le port de lunettes, c'est de la prévention. Et peut-être qu'en étant plus dans un type d'activité qui est une activité productrice, peut-être peut-on faire mieux avec une vision, enfin, penser pouvoir continuer à faire avec une vision qui se dégrade. Donc je pense qu'il faut toujours bien regarder les deux aspects de la chose. Voilà des réactions spontanées à ce qui vient d'être dit. Intéressant, on le voit. Justement, je me tourne vers vous, Chantal. Vous avez travaillé, vous, forcément, parce qu'on va revenir sur cette notion aussi de l'assiette, de l'alimentation, parce que la chimie est nécessaire, bien sûr, des mutuelles fondamentales, mais se nourrir dans le quotidien et bien se nourrir, ça peut peut-être aider à lutter contre le stress, avoir une meilleure santé, parce que là aussi, des fois, on l'a vu, c'est pas parce qu'on produit finalement de la nourriture qu'on s'alimente bien soi-même. On a des regards particuliers là, sur ce monde agricole. Si vous le permettez, je voudrais réagir à ce qu'ont dit les intervenants. Oui. Parce que l'Académie d'agriculture, on essaye en fait d'organiser des séances, d'informer. On a des grands experts. Et là, très récemment, on a eu, je dirais, 3 sessions qui peuvent rebondir sur la discussion. La première session était autour de cancer et usage des pesticides et agriculteurs. Et j'ai été étonnée, il y a des cancers qui sont vraiment liés et on voit un décalage. Mais finalement, l'activité physique des agriculteurs les expose un petit peu moins que la population générale à d'autres cancers. Ça, c'est vraiment... Il faut faire finalement... voilà, toute chose n'est pas comparable, en fait. La vie des urbains, elle est aussi très exposée à d'autres choses. Et ce que j'ai vraiment entendu, c'est que les bonnes pratiques, finalement dans la manipulation des produits est essentielle. Hein, les entrées de champ, les manipulations. Voilà, ça c'est pour le premier sujet. Je voudrais rebondir aussi sur une séance qu'on a fait autour des femmes en agriculture. On a eu des très beaux témoignages et toutes ont dit les équipements ne sont pas adaptés aux femmes. Il faut travailler sur les équipements. Et donc, je suis très contente d'entendre ça parce que ça a été vraiment un des soucis. Et troisième fait, c'est plutôt par rapport à votre intervention. On a un académicien qui est Monsieur Lenoir qui a participé récemment à un colloque sur la santé mentale, c'est-à-dire finalement les stress des agriculteurs. Et on a été vraiment, j'ai été étonnée des chiffres de son intervention qui montraient à quel point ce problème était majeur et sous-estimé. Pourquoi ? Parce que finalement, bon, on peut dire l'isolement, on peut dire la paperasse, mais il y avait aussi beaucoup finalement des incertitudes. Le climat, hein, le changement climatique,
la volatilité des prix, en fait, économiques. Donc, toutes ces incertitudes pèsent. Et ça, confronté à un certain isolement des populations, en fait, agricoles. Donc, voilà, troisième exemple. Alors ça, c'est bien. J'allais évoquer quand même cette notion sur la santé et l'alimentation qui est aussi liée à notre débat. J'étais en amont de cette table et un paysan, au bon sens du terme, m'évoquait en me disant c'est quand même marrant, on a un coût achat sur un produit brut qui vaut très cher sur les étals et d'un seul coup on va retrouver finalement des produits transformés moins chers que le produit brut sur les étals. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça pose problème malgré tout. Justement, Bernard, Bleu Blanc Cœur, ça fait quand même de longues années que Jean-Pierre et Pierre ont ouvert finalement les voies sur une santé animale, en tout cas une santé de l'agricultrice, de l'agriculteur, mais elle se retrouve dans l'assiette. Enfin, je veux dire, il y a un lien direct finalement sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons. Oui, alors, il faut savoir que ma rencontre avec Pierre, qui est ingénieur agro, et avec Jean-Pierre, qui est agriculteur, éleveur de vaches laitières, a été tout à fait fortuite parce qu'à l'époque, j'étais d'une part expert à l'ANSES et d'autre part, j'avais un poste de conseiller technique au niveau de la région Bretagne en termes d'innovation sur le critère agroalimentaire et santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Pierre, qui me dit voilà, je me suis aperçu qu'en donnant du lin, qui est le végétal le plus riche en oméga 3, les troupeaux se portent beaucoup mieux. Et Jean-Pierre, chez qui on a fait les expérimentations animales, confirme qu'effectivement, il a diminué la quantité d'interventions de vétérinaires, que ça allait beaucoup mieux. Alors ça m'a fait un peu tilt parce que, en tant que praticien, je soigne des patients. Ma spécialité, c'est l'endocrino, la diabétologie, la nutrition, les maladies métaboliques, c'est-à-dire l'obésité, tout ce que les gens ont un peu en trop ou pas assez. Faire du régime, qui est la base de la prise en charge de ces pathologies, c'est un cauchemar. C'est impossible. Les gens, tant qu'on a une diététicienne par derrière, font ce qu'on leur demande, mais dès qu'on lâche la bride, ils reprennent leurs bonnes vieilles habitudes et c'est absolument impossible de leur faire faire du régime. Et j'ai lancé, sous forme de boutade, ça serait quand même plus intéressant et plus efficace de faire du régime aux vaches et aux cochons plutôt qu'aux gens. Et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que en donnant une alimentation appropriée au bétail, nous avons créé des produits que ensuite, dans mon centre de recherche, nous avons testés et qui ont montré une efficacité redoutable vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, vis-à-vis du diabète, de l'obésité et d'un certain nombre de pathologies. Et j'entendais tout à l'heure l'intervention précédente où vous disiez le problème, j'allais dire, psychologique de la dépression, du découragement, etc. Et là, nous avons fait des études qui montrent une remarquable efficacité au point que, par exemple, l'armée française a pris dans les rations des équipes, enfin voilà, du bleu blanc cœur parce qu'il y avait des syndromes post-traumatiques extrêmement sévères chez ces jeunes militaires qui revenaient d'opérations. Donc c'est tout ça. Pour résumer, je dirais, il n'y a pas de bons produits alimentaires pour l'homme s'il n'y a pas de bons végétaux qui nourrissent ces animaux et s'il n'y a pas un sol capable de fabriquer ces bons végétaux, c'est-à-dire que nous sommes dans la chaîne alimentaire et que cette chaîne alimentaire a été notre vision depuis à peu près 2000. Ça fait donc maintenant 25 ans que nous travaillons sur ce thème
Et je dois dire que je suis extrêmement heureux des résultats et peut-être aussi d'un autre résultat qui est moins palpable, c'est que nous avons mis en évidence la capacité de joindre des cultures différentes. Je ne connaissais rien à l'agriculture. Maintenant, j'ai quand même un peu plus de notions. Mes collègues agronomes ou agriculteurs ne connaissaient rien à la médecine, mais je pense que je leur ai appris aussi un certain nombre de choses et que cette association, ce mélange de cultures, ce mélange de compétences est quelque chose d'extraordinaire et qui a fait toute la valeur de Bleu Blanc Cœur. Ouais, c'est important. Francis, justement, sur ces propos, on voit que au sein de Mutualia, la prévention, l'accompagnement, ça évolue et finalement tout est un ensemble. C'est vrai qu'on peut partir d'un problème de dos, on l'a vu, ça peut vite monter finalement au mental. L'assiette, elle n'est pas souvent évoquée, elle n'est pas dans les prescriptions, hein. Mais la santé alimentaire est nécessaire. Comment Mutualia, justement, vous êtes avec vos équipes sur le terrain, à informer, à accompagner, à motiver là aussi, je dirais, le fait que finalement le monde agricole puisse être le plus, je dirais, lointain couvert face aux risques qu'ils peuvent encourir, quoi. Oui, non, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que les agriculteurs, il faut qu'ils soient bien dans leur tête déjà, qu'ils soient bien dans leur métier, dans leur corps, pour déjà bien manger chez eux. Et puis une fois qu'ils se comportent en bien manger, je veux dire, après ils ont à cœur de faire bien leur métier et de faire des bons produits. Alors nous, Mutualia, on est là aussi pour faire de la prévention, donc on a à cœur de faire des journées de prévention, on a des rencontres, des colloques, enfin on les appelle de différentes manières. Donc on va auprès de notre public pour essayer de leur expliquer tous les bienfaits d'une bonne alimentation et tout ce que ça peut apporter dans leur vie de tous les jours, quoi. L'essentiel, c'est qu'ils prennent soin de prendre le temps de manger, de se faire des bons plats, parce que c'est vrai qu'on a un métier, qu'on est là pour nourrir les citoyens, mais il faut avant tout que l'exploitant il se nourrisse bien lui aussi, quoi. Mais ça fait partie de notre mission. Oui, bien sûr, l'évolution des besoins et de l'offre, on le voit intergénérationnel. Un jour ou l'autre, comme vous, bien sûr, il faut le transmettre. Oui. On mesure là, finalement, peut-être non pas un abandon, mais on est plus peut-être hamburger que bœuf bourguignon. Oui, ça pour imager. Oui, ça je pense que c'est un peu vrai, mais je pense pas que c'est propre à l'agriculteur. Non. C'est dans tous les milieux. Donc parce que on sait très bien que... Pour autant, on se dit il y a un code paysan. Oui. Non, mais ça évolue. Mais bon, après aujourd'hui, on fait des burgers avec des pois chiches, donc c'est très bien parce que à la place de la viande. Mais donc on en parlera avec le chef tout à l'heure. Voilà. Mais... Donc c'est une évolution. Mais c'est vrai que certainement qu'ils mangent peut-être davantage de burgers. Moi, je sais que quand on était jeune et qu'on était pressé, on mangeait souvent des pâtes. Donc voilà, c'est une évolution, mais parce que les habitudes de consommation ont changé. Mais voilà, donc mais ça m'inquiète pas, je veux dire. Mais c'est vrai que le bourguignon, il est un peu passé, parce qu'on prend pas le temps. On sait très bien que c'est des cuisines un peu plus longues à faire. Donc il faut prendre le temps de le cuisiner, et c'est peut-être ça qui manque un peu dans nos... Peut-être que le temps est un facteur, je sais pas, Michael, est-ce que le temps finalement, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment que malgré de nouveaux outils d'organisation là aussi, que le temps peut venir à manquer très rapidement dans le monde agricole. Je vais pas répondre à votre question. Vous n'avez pas le temps ? J'ai pas le temps. Non. On a posé la question justement aux agriculteurs qu'on a interrogés de savoir s'ils estimaient avoir une alimentation équilibrée. Ils sont à 89% à déclarer avoir une alimentation équilibrée. Alors, je pense que le monde agricole est exigeant aussi sur l'alimentation, hein, peut-être plus que d'autres populations. Et chez les moins de 45 ans, on est à 82%. D'accord ? Donc ça reflète, je pense que le jeune a peut-être moins le temps aussi. Et puis c'est des questions de génération, voilà, et d'habitude. Et puis on a posé une question aussi sur le nombre ou la fréquence de fruits et légumes mangés par jour. Ils sont 91% à au moins une fois par jour manger des fruits et légumes, et 50% déclarent plus de 2 fois. Donc il y a quand même cette habitude alimentaire dans l'exploitation, parce qu'il y a aussi des arbres fruitiers. Enfin, tout est propice, en tout cas, pour avoir une alimentation plus saine et plus équilibrée, je pense, qu'en zone urbaine. Voilà. Justement, Yvon, je vais te questionner un peu de manière intime, mais c'était quoi le dîner d'hier soir, à moins que tu étais arrivé ce matin ? Non, je suis arrivé hier soir. Alors, d'avant-hier soir, chez toi, dans ton
toute manière, encore dans l'exploitation, je dirais, on a le potage, légumes, viande et dessert. Alors un fruit ou un laitage, je dirais, mais un repas complet. Mais sur l'évolution, je dirais, de la consommation de l'agriculture aussi, il y a eu l'évolution de la société. Puisque aujourd'hui, je dis souvent, quand il y a un couple, un peut travailler à l'extérieur et l'autre, disons, sur l'exploitation. Et là, je dirais, mettons, si on a le repas de midi, et bien des fois, il est fait plus à la va-vite, je dirais, ou du pratique, parce que, je dirais, les priorités sont plus les mêmes, la vie sociale n'est pas la même, donc voilà. J'évoquais le temps, parce qu'il n'était pas anodin, c'est qu'on prenait le temps d'un repos aussi, parce que c'est vrai que le temps d'un déjeuner, par exemple, il y a de cela quelques décennies, c'était un temps au moins on pouvait s'asseoir, un temps où on pouvait finalement se ressourcer. Eh bien, je disais, avant tout le jour, à midi ou le soir, il y avait toute la famille autour de la table. Et bien sûr, oui. Je dirais. Et si je prends un exemple, disons, avec un département voisin, l'Aveyron, on s'asseyait à table, quand il fermait le couteau, on pouvait partir. Le chef de famille. Ah, le couteau était un symbole, hein, voilà. Ça c'est clair. Ouais. Et donc, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, je dirais, la vie sociétale a changé. Le temps est venu de plus en plus difficile. C'est le smartphone complet maintenant, c'est pas le couteau. Non, voilà, je dis, voilà, en plus, je dirais aussi souvent, entre midi et deux, les smartphones, ils sonnent souvent, puisque je dirais, certains en profitent pour l'appeler, pour nous appeler, je dirais, parce que là, on répond. Francis, oui. Oui, pour compléter, c'est vrai que les habitudes ont changé, mais pour autant, au niveau des agriculteurs, on fait beaucoup de travail ensemble. Je veux dire, je sais que chez nous, on a une CUMA, on travaille avec les voisins, et à des moments donnés, on a des récoltes ou des moments d'ensilage et tout ça, et à ce moment-là, on prend le temps de manger. Je veux dire, on arrête les machines, on prend le temps de manger et on mange bien. Je veux dire, on apprécie la bonne viande et tout ça. Donc, on a quand même gardé des valeurs d'apprécier des bons repas ensemble. Donc, c'est vrai que ça a changé. C'est plus le patriarche qui commande le repas et qui le termine. Mais bon, c'est quand même des repas communs et ça fait partie de l'ambiance. Ça fait partie du bien-être du milieu rural où il y a beaucoup d'échanges entre les exploitants. Alors, au-delà de l'enquête qui a été menée par Mutualia, est-ce que justement c'est important pour vous de recueillir un ensemble de données pour avoir, j'allais dire, un thermomètre, entre guillemets, une température de ce monde agricole? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis enchanté des résultats, des retours qu'on a de l'enquête. Donc, c'était une bonne chose de l'avoir fait parce que il faut les absorber. Mais après, il faut savoir ce qu'on en fait, comment on peut prévenir, parce que les problèmes de dos, bon, c'est bien beau de les lister, mais maintenant, il faut savoir comment prévenir ça pour pas que ça se répète dans les générations futures. Parce que c'est vrai que peut-être qu'on force davantage sur des objets à soulever, voilà, mais il faut le prévenir maintenant. Je précise un peu plus, parce qu'autant les problèmes physiques sont identifiables très rapidement, sont mécaniques en tout cas, on sait les graduer. Tout ce qui est lié au mental, j'irais, et au social, l'isolement, le sentiment de ne pas être reconnu dans son métier, ça mine, parce que le matin quand on se lève, on a besoin aussi de reconnaissance à minima, vais-je dire, et d'un seul coup on peut vite péricliter, décliner, c'est pas facile. Le monde agricole est peut-être moins seul, plus seul, on ne sait plus aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des études sur cela. Il y a des mots visibles. J'ai mal au dos, je peux me plaindre, d'accord? Je suis stressé, je suis anxieux. Dans le monde agricole, ils sont que 16% à se faire accompagner par un tiers, d'accord? Je trouve que dans l'entreprise, je suis salarié, dans l'entreprise, c'est des sujets qu'on aborde dans l'entreprise. Tout de suite, la RSE est là. Le burn-out, l'anxiété, le stress. Et l'entreprise accompagne. L'agriculteur est très seul, d'accord? Et aujourd'hui, de dire je suis en stress, je suis en burn-out pour un agriculteur, je pense que c'est des choses qu'on n'ose pas dire, quoi, hein. On peut dire j'ai mal au dos, mais en tout cas, le stress, l'anxiété, le burn-out, je pense qu'il y a des efforts importants à faire. Alors, pour revenir sur cette enquête, ou en tout cas cette étude, là on met des chiffres. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces chiffres évoluent. C'est de voir en effet les actions qui vont être mises en place pour prévenir un certain nombre de maux, d'accord, et de voir l'évolution. Et de comment aussi l'ensemble des acteurs du monde agricole, je pense à la presse, les médias, bien sûr les assureurs, les mutualistes, accompagnent ce monde agricole pour justement accompagner sur prévenir ces maux en fait. Ouais. Oui, Francis. Là, je vais changer un peu de casquette parce que je suis aussi délégué MSA. Donc, je sais qu'au niveau de la MSA, qui est partenaire avec nous sur différents sujets, on travaille, les délégués, on a été formés pour aller au contact des gens qui sont en stress, qui sont en mal-être, je veux dire, avant qu'il y ait une étape un peu fatidique. Donc, on essaye de cerner un peu le sujet pour apprendre à se rapprocher d'eux et de pouvoir échanger pour qu'ils puissent nous témoigner leurs difficultés.
voilà, des fois ça fait du bien qu'ils arrivent à en parler. Donc ça fait partie aussi de J'allais la vous poser MSA. la question, parce que c'est vrai, Mickaël est pertinent. J'entendais Marie-Christine dire sentinelle. Je n'ai pas le terme exact, mais des milliers de personnes ont été formées sur les sentinelles du bien-être, ou je dirais des secouristes mentaux, vais-je dire. Ça n'existe pas. Enfin, chez Mutualia, on essaye quand même d'aller au-devant de cette préoccupation du stress, de l'anxiété, parce que c'est invisible, hein, c'est vraiment une Non, mais maladie c'est très invisible, compliqué. hein. Non, c'est vrai que c'est invisible, donc on le fait pas direct. On n'a pas de conférences ou de sujets d'information qui vont directement. Je veux dire, ça, c'est un sujet où il faut plus être un contact direct avec l'individu. C'est vrai que c'est plus compliqué. Mais je pense davantage aux tissus des délégués MSA qui interviennent là-dessus. On va en parler rapidement, mais tenez avec un micro. Le déni est le tabou, mais ça reste une profession où malheureusement les taux de suicide sont quand même présents. La presse, je vais me tourner vers Philippe après, mais en parle fréquemment. Enfin, on sent qu'ici et là, quand même, quand il y a un désarroi, il peut être tout de suite très 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 grand, quoi. Il peut être très très grand, donc bon, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Francis, mais c'est vrai que cette notion de sentinelle, c'est pas l'appartenance à un réseau plutôt qu'un autre qui fait qu'on sera sentinelle, c'est qu'on sera déclaré comme intéressé à traiter de ce sujet. Ça peut être des délégués MSA, ça peut être des élus Mutualia, ça peut être des professionnels de l'agriculture, contrôle laitier ou autres, des personnes qui rentrent à un moment sur le territoire ou dans l'exploitation et qui sauront voir les signes qui font que visiblement, là, il peut y avoir une alerte, la façon dont est tenue l'exploitation, la façon dont y a le comportement avec les animaux, enfin bon, qui font que le dialogue sera engagé par la sentinelle qui aura été formée pour cela. Ça ne s'improvise pas, on n'attend pas que la personne vienne elle-même s'exprimer en disant « je ne me sens pas bien », mais au contraire, il y a toute une mécanique pour l'aider à s'exprimer quand on aura repéré un certain nombre de signaux qu'il faut savoir déceler. Philippe, justement, la France agricole, là on parlait de répertorier un ensemble de faits, sans qu'on aille dans le fait divers bien évidemment, mais ce qu'on a justement au regard d'articles qui ont pu être traités dernièrement, des exemples qui viennent nourrir nos propos là. Oui, alors vous m'aviez précisé que le thème de la table ronde c'était agriculture et santé, donc j'ai essayé de regarder ce qu'on avait publié sur la question au cours de l'année dernière. Et il y a effectivement deux sujets que j'ai relevés que je trouve plutôt intéressants parce que le premier, il est presque contre-intuitif dans une société qui est de plus en plus hygiéniste. En l'occurrence, c'était une interview où je vais vous dire qui on a interviewé. La personne nous disait que le lait cru et la confrontation à l'environnement de la ferme protégeait l'enfant durant les 6 premières années. Alors déjà dire ça, certains pourraient écarquiller les yeux. Alors la personne interviewée, c'était pas l'influenceur à la mode ou l'influenceuse. C'est pas trop notre truc à la France agricole. Nous, on est allé voir une femme médecin, professeure de médecine, professeur. Ça fait plaisir à Bernard, ça. Oui, nous on aime plutôt la science à la France agricole. Donc elle est professeure d'immunologie clinique à l'université de Franche-Comté. Elle est membre de l'Académie de médecine et en l'occurrence, elle s'appelle Danielle Angèle Vuitton. Voilà. Et donc elle était dans le pour dire cette chose-là, c'est la conclusion d'une étude qui a été conduite auprès de 1000 enfants et familles durant de 2002 à 2022. Voilà, et ça montre très clairement un avantage aux enfants d'agriculteurs qui ont été confrontés à la diversité des microbes plutôt qu'à leur quantité, d'avoir rencontré 3 espèces animales par exemple. Donc ça a participé à la construction d'un système équilibré. Donc ils ont constaté aussi moins d'allergies, moins de maladies respiratoires, de rhinite, d'asthme. Quoi d'autre? Donc c'est assez étonnant parce que, comme je le disais au départ, c'est pas trop dans l'air du temps. Hein. Puis en plus le lait cru pour les... Là j'avoue que ça m'a fait un peu tiquer parce qu'elle dit oui, même la femme enceinte, lorsqu'elle est confrontée
la diversité des germes sur la ferme, c'est bon pour elle. Voilà. Bon, alors j'ai envie de dire, faut quand même évacuer tous les pathogènes. Je pense que prudence salmonelle et tout, tout ça. Voilà. Bon, enfin, en tous les cas. Mode de vie, on sait ça. Voilà. Et alors pour finir, donc elle nous avait promis dans cette interview la présentation d'un livre blanc à l'Académie d'agriculture sur les bienfaits de la consommation fromagère. Et effectivement, il a été présenté le 14 octobre. Donc moi, je vous invite à le lire, si ce n'est déjà fait. Mais je trouve que c'est une étude qui sort des sentiers battus. Et j'ajouterais, alors, nous on en a parlé, mais il y a eu aussi un documentaire, alors réalisé, bon, je tairai son nom parce que c'est quelqu'un où j'ai souvent été critique sur ce qu'elle produisait, mais en l'occurrence là c'était pas mal, je trouve. Ça s'appelle Vive les microbes et c'est passé sur Arte, France 5 je crois. Mais je crois que c'est plus disponible en replay, mais ça va revenir. Bon, à suivre. Bernard, oui, vous souhaitiez là, réagir? Je ne peux qu'approuver. Petite parenthèse, personnellement, je ne bois que du lait cru. Mais bon. Et d'autre part, j'ai mené beaucoup d'études sur ce qu'on appelle le microbiote. Et effectivement, le microbiote est essentiel dans un certain nombre de pathologies, mais aussi de prévention de la pathologie. À titre anecdotique, nous avons un microbiote intestinal, mais nous avons un microbiote cutané, nous avons un microbiote un peu partout. Le nombre de bactéries dans nos microbiotes est 1000 fois supérieur au nombre de cellules de notre organisme. C'est dire l'importance de ce microbiote. Il se trouve que récemment j'ai été opéré et autrefois on nous disait quand vous êtes opéré, tâchez de prendre une douche et de mettre de la bétadine pour tuer tous les microbes. Aujourd'hui on dit surtout pas, surtout pas. Nous devons absolument nous laver pour être propres, mais gardons notre microbiote, c'est la meilleure prévention des maladies nosocomiales. Alors, pour compléter votre propos, nous venons de finir une étude sur l'allaitement maternel. C'était une étude comparative, 2 groupes de femmes, 35 femmes d'un côté et 35 femmes de l'autre, à qui nous donnions d'un côté une alimentation standard mais optimisée par des diététiciennes et de l'autre côté une alimentation de type bleu blanc cœur, où on a montré que les oméga 3 étaient favorables au microbiote. Résultat des courses, c'est que à 21 jours après l'accouchement, le lait de ces femmes bleu blanc cœur contenait beaucoup plus d'immunoglobulines, contenait beaucoup plus d'insuline qui est un facteur de croissance permettant le développement de l'enfant, contenait beaucoup plus d'oméga 3 qui est un facteur de développement du cerveau. Et nous avons fait une analyse sur le microbiote des enfants dans les couches du bébé. Et nous avons montré que le microbiote en question est amélioré par la diversification des souches et permettait à l'enfant un meilleur développement dans son ensemble. Alors il nous reste encore quelques examens, quelques dosages à faire comme l'ARN, etc. Mais ceci montre à quel point l'alimentation que nous avons va déterminer, et c'est transmissible, transgénérationnel. C'est ce qu'on appelle de l'épigénétique, oui. Et ça, c'est fondamental. Et cette dernière étude, parmi toutes celles que j'ai faites, est certainement celle qui nous apporte le plus de renseignements et nous conforte sur une alimentation équilibrée. Merci Bernard pour ces précisions. Justement Thierry, on voit le monde de l'enfance, une cohabitation sur le monde animal, le monde humain. Je vous invite à manger, hein, n'hésitez pas. Le chef parle, on peut manger. Hein, voilà.
Toi, Thierry, tu as travaillé beaucoup plus sur l'accompagnement nutritionnel, en tout cas pour les personnes âgées. Oui, alors moi, effectivement, j'ai toute une expérience et j'ai travaillé dans différents groupes de travail nationaux sur la nutrition chez les personnes âgées. Et on s'est aperçu qu'en fait, la nutrition, le repas, le plaisir de la table pour ces gens, à leur âge, hein, quand ils sont placés soit en EHPAD ou en foyer logement, c'est important. Hein. C'est important parce que de manger des bons produits, de manger quelque chose qui rappelle ce qu'ils ont mangé avant, faire une cuisine qui soit une cuisine vraiment familiale, ça aide au niveau psychologique, moral et puis même au niveau de la santé. Après, effectivement, il y a certaines personnes âgées qui ont des pathologies, qui ont du diabète, qui ont des soucis de santé. Mais je me rappelle toujours une diététicienne qui me disait, après 75 ans, il n'y a plus de régime à faire. Donc après, c'est vrai que moi, j'ai toujours tenu à ce que mes papis, mamies aient une bonne nutrition avec de bons produits. Donc, et je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on arrive au niveau national à apporter une bonne alimentation à ces personnes âgées. C'est pas ce qu'on retrouve parfois dans certains EHPAD ou dans certaines maisons de foyer logement. Où là, on s'est aperçu, et là, j'ai deux sources sûres. J'avais un ami qui travaillait pour les hôpitaux de Paris, qui me disait, on a des gens qui arrivent chez nous qui sont dénutris parce qu'ils ont les habitudes alimentaires. On a le papy qui mange tous les jours des pommes de terre. Et en fait, il ne varie pas ses plats. Et c'est toujours pareil. Donc, il y a des carences qui arrivent, il y a pas mal de choses. Donc, ces gens-là sont parfois hospitalisés. Et ils ont toujours une habitude alimentaire qui est toujours la même. Et quand ils font leur choix, ils mangent toujours les mêmes produits. Donc, en fait, ils se dénutrissent. Et au niveau de la santé, effectivement, ils soignent moins bien. Alors justement, je vous laisse finir, Francis, hein, parce que est-ce qu'on a donc toujours aussi ce rapport, Chantal, vous aussi intervenir, hein, on voit bien que les générations ont changé. Notre rapport à l'alimentation, il n'est plus du tout le même, en termes de fréquence, de produits ingérés. On accompagne là aussi le vieillissement, on se préoccupe finalement de ces ouvriers agricoles et puis également des agricultrices et des agriculteurs au regard de, je dirais, du temps qui les accompagne et puis surtout de l'alimentation. On peut les préconiser à mieux manger, à mieux adapter finalement leur schéma nutritionnel. Oui, ça fait partie des actions qu'on a prévues au niveau de Mutualia. Notamment, on va mettre en place tout un programme d'actions de prévention, enfin des réunions qu'on va faire. On va inviter le public, on va dire jeunes retraités, pour leur apprendre on appelle ça les sessions mieux vieillir, mais dans ce schéma-là, ça fait partie aussi des éléments qu'on peut apporter, leur apprendre à continuer à bien se nourrir et à apprécier les bonnes choses, quoi. Je veux dire, donc ça fait partie des projets qu'on a. Enfin, on le fait déjà, mais on va l'amplifier parce qu'on a prévu, notamment en partenariat avec la MSA, on va partir sur ce projet-là. Ouais, c'est nécessaire. Ouais. Chantal, parce que le Nutri-Score, je sais que ça avait été... Mais je voulais aussi réagir sur le microbiote. Parce qu'on a parlé finalement du microbiote de l'homme, de la peau, de l'intestin. Mais moi, je voulais aussi réagir sur le concept d'une seule santé en disant que le microbiote, c'est aussi le microbiote du sol, de la salle de traite, d'un ensemble de choses. Et que donc, ce n'est pas simplement lié à l'alimentation. On a eu une séance où certaines personnes soulignaient l'importance finalement des produits de lavage, tout simplement. Hein, comme le corps, on le lave, eh bien, on lave aussi la maison, la salle de traite. Et donc, c'est une santé globale, c'est la santé du sol, de l'air, de l'eau, de nos environnements, de nos paysages qui jouent aussi globalement sur la santé des animaux, la santé de l'homme. Donc voilà, l'alimentation est un facteur essentiel, mais pas le seul. Alors bien sûr, je reviens aussi sur le Nutri-Score, ce que j'évoquais. On voit bien que le Nutri-Score est venu tronquer également notre repère, parce que je parlais du Roquefort par exemple, qui a un Nutri-Score pas très bon. Mais oui, parce qu'en fait, il est proportionné à son global et pas forcément à sa portion. Donc on a un rapport tronqué finalement en termes d'information, alors que finalement des bons produits, cher Yvon, j'imagine, on les prend dans
dans sa géographie avec parcimonie. On voit bien que le monde de la distribution est venu peut-être un peu tronquer ou galvauder, là aussi, une forme de lecture au rapport des matières grasses. Alors, moi, j'ai plutôt travaillé sur les scores environnementaux que les Nutri-Scores, mais c'est finalement la même chose. L'objectif, c'est de donner une information à un consommateur parmi d'autres informations, d'autres labels. Le Roquefort, son Nutri-Score n'est pas si important. Il est sur une valeur hédonique, il est sur une valeur qui est autre. Mais finalement, quand on remplit son caddie au supermarché, finalement, le Nutri-Score du caddie ou est quelque chose d'important. Finalement, ça fait partie de l'information. Je ne sais pas si ça va pousser à changer, mais ça va finalement être un élément parmi d'autres, et je trouve que c'est important qu'il soit sur la table, en particulier pour les consommateurs urbains qui n'ont pas forcément tous les référentiels lors de leurs achats. Yvon, justement, parce que quand on parle de santé et d'alimentation, inévitablement, il y a un moment, il y a un caddie qui peut arriver. On sait que même si on est agriculteur, l'autosuffisance n'est pas au rendez-vous. Justement, tu sais estimer, toi, la proportion d'achat entre ce que le réseau de la ferme peut produire, les copains également, et le complément en distribution? Mais, personnellement, non, je dirais on a les deux. Hein. J'ai 20% en circuit court et le reste, je dirais, dans le commerce extérieur, hein, et que ce soit français ou autre. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que sûr que quand on consomme du produit français, on est l'un des produits où c'est que je dirais on respecte le plus l'environnement et disons les méthodes de travail et le sol aussi, parce que quand certains me parlent, je dirais, d'artificialisation du sol, je regrette, je dirais, mais mon intérêt, je dirais, c'est que le sol soit productif, qu'il soit équilibré, et puisque bon, comme on disait tout à l'heure pour la santé, on me disait, je dirais, dis-moi ce que tu manges et je dirais la santé que tu as. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui. Bien se nourrir, c'est bien grandir. Marie-Christine, vous souhaitiez réagir? Le micro est juste à côté de vous. Oui, je réagissais parce que c'est bon au niveau... Ouais, comme ça, oui. Je réagissais parce qu'il y a la qualité du produit, mais il y a aussi le savoir-faire pour la transformation du produit. C'est-à-dire, nous avons l'exigence de livrer des bons produits, mais je pense que nous avons aussi, dans les actions à conduire, une action qui vise à transmettre les savoir-faire de la transformation. Je pense notamment à la cuisine familiale. C'est vrai que si on sait s'organiser, on saura valoriser le bon produit, on saura dans peu de temps, finalement, il y a d'autres recettes que des bœufs bourguignons. Donc en fait, on peut faire des choses très équilibrées avec des bons produits en peu de temps, avec un peu d'organisation. Et puis, je pense que la transmission, c'est aussi la transmission d'un certain nombre de méthodes de transformation qui... transmettre à cette occasion de la culture, un patrimoine, un savoir-faire. Et c'est vrai que ce soit l'ancien quand il va se retrouver veuf ou veuve, ou que ce soit le jeune quand il va se retrouver en pleine activité professionnelle avec des enfants, c'est le même type de réaction. Comment je prends soin finalement de ma propre alimentation et derrière de ma propre santé. Et donc il faut pouvoir faire appel à des savoir-faire qui auront été transmis et qu'on saura mobiliser à ce moment-là. Je pense que c'est très important. Michael, justement, dans toute l'analyse, l'alimentation a été quand même un peu, si elle n'était pas en action directe, évoquée dans les retours. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 89% estiment avoir une alimentation équilibrée. Mais équilibrée au sens... en effet, attention, c'est-à-dire que quand on pose cette question... ça nécessite de creuser. C'est la première édition qu'on fait. Pour ça que et c'est vrai qu'à l'issue de ces réponses, ça appelle plein de questions. Et je vois bien les têtes qui sont en train de basculer de droite à gauche. Qu'est-ce qu'on entend une alimentation équilibrée? Et posez-moi la question, j'ai une alimentation équilibrée et pourtant, je suis pas certain qu'elle le soit. Non, mais ça nécessite en effet de questionner aussi les agriculteurs et ce qu'on appelle, nous, avoir des entretiens qualitatifs ou plus longs, justement, pour... vraiment creuser cet aspect de l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par alimentation équilibrée? Parce qu'on le dit tous aussi dans nos médias, on l'entend partout que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a posé la question du nombre de fruits et légumes qu'ils consomment par jour. Je n'ai plus le chiffre en tête. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas retenu. 50% plus de 2 fois par jour consomment des fruits et légumes. Et 91% déclarent consommer des fruits et légumes au moins 1 fois par jour. Voilà. Bon.
Est-ce que c'est suffisant? Là, c'est les médecins qui doivent nous le dire. Bon, c'est Parlez bien devant, là. c'est Oui. difficile de répondre à la question parce que qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est normalement celui qui apporte l'ensemble des micro- et macronutriments dont nous avons besoin avec une quantité d'énergie qui est juste adaptée à celle que nous dépensons. Or, une enquête que nous avons faite montre que ne serait-ce qu'en vitamine D, dont on sait que c'est indispensable pour l'os, mais qui est en fait une hormone qui agit sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisme, à peu près 70% des gens ont une insuffisance en vitamine D. Pour les oméga 3, c'est 100% des gens qui sont entre 50 et 80% seulement de leur dose normale en oméga 3. Or, c'est indispensable comme anti-inflammatoire, comme etc. Ce qui veut dire que, sans le savoir, nous sommes des carencés. Et puis nous sommes aussi des surnourris, puisqu'il suffit de voir l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du diabète, qui actuellement devient une épidémie, une pandémie qui est dramatique. Or, ça veut dire que nous mangeons mal. Et je suis très étonné. Non, je ne suis pas étonné. Les gens disent « j'estime bien manger ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a la nécessité d'aider les gens à comprendre, de faire une pédagogie. Et cette pédagogie, pour moi, c'est indispensable du travail de scientifique que j'ai mené, que nous menons à Bleu-Blanc-Cœur. Et donc, j'insiste beaucoup sur cette capacité de pédagogie pour qu'on amène les gens à faire des choix qui soient des vrais choix, des choix appropriés pour leur santé. Alors justement, en parlant de santé, parce que l'heure tourne et avance, on va parler d'un sujet très délicat, mais les bouteilles de vin sont arrivées sur la table. C'est vrai qu'il y a du fruit dans le vin, mais c'est vrai que le monde paysan était connu, le monde rural aussi, pour son petit coup de gnôle matinal. Est-ce qu'on avait là aussi des rapports liés au tabac, je ne vais pas dire à l'alcoolisme, mais à l'absorption d'alcool, d'une manière peut-être plus marquée que... Voilà, je cherche, Michael, à mon secours. Est-ce qu'on avait... Je suis rassuré, c'est-à-dire que les premiers consommateurs ne sont pas les Bretons. Bon, ça va. Et je suis breton. Moi aussi. Okay. Non, mais c'est important parce qu'il y a eu un rapport là aussi à l'alcoolisme qui était quand même très marqué. Donc on a posé la question justement à notre panel d'agriculteurs. 50% déclarent consommer de l'alcool, 19% quotidiennement. Je dis ça, Michael, je vous coupe un instant. L'INA, en tout cas, avait projeté un vieux reportage. C'était dans Paris, mais quasiment 90% des interviewés mettaient le vin en non-alcool. Enfin, c'était pas de l'alcool à l'époque. Hein. Donc, on voit bien qu'on avait un rapport forcément à une consommation, comme quoi... Alors après, ces chiffres, il faudrait les ramener à la population totale. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que les agriculteurs consomment plus? Je ne suis pas sûr, et ça, vous saurez me le dire. Donc 54% consomment de l'alcool, mais comme nous tous, hein, je pense que c'est pas énorme. 19% quotidiennement, et ils sont 71% en production spécialisée, c'est-à-dire viticulteurs. Mais ce qui semble assez logique, c'est-à-dire les viticulteurs consomment plus. Bon, c'est aussi le fruit de leur travail. Donc, et puis après, c'est pas qu'une question de consommation, c'est une question aussi de volume, je pense, qu'il faut regarder. Voilà. Bien sûr. Hein. Francis, Yvon, dans nos campagnes, le petit coup de verre qu'on ne peut pas refuser à 18h ou à 10h, je ne sais pas, c'est un mythe ou ça se... Non, je pense que c'est beaucoup moins qu'avant, je veux dire déjà parce que le souci de l'automobile, qu'on est obligé de respecter des règles, c'est ça qui freine, enfin, c'est une bonne chose. C'est messieurs de la marée chaussée quand même. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que je me rappelle quand j'étais en école d'agriculture en Vendée, bon, c'était assez courant quand on trinquait facilement, mais bon, maintenant dans les exploitations ça a changé, je veux dire, on fait plus... bon, il y a toujours le petit verre à la fin, quand la récolte est finie, ensemble on partage, voilà, c'est une bonne chose. En bonne proportion. En bonne proportion, mais il n'y a pas d'abus, je veux dire, j'ai pas connaissance qu'il y a plus d'abus qu'ailleurs.
En tant que mutualiste, on n'a pas de courbes qui ont été, je dirais, plutôt ascendantes, c'est plutôt descendant. Non. Aujourd'hui, Non, c'est pas un critère qui nous inquiète pour autant pour l'instant. Non, c'est vrai qu'on a pu le mesurer sur la santé mentale, etc., avec finalement des courbes qui pouvaient être... Oui, Yvon. Non, je crois que la consommation de vin, je dirais, au repas encore se pratique. Mais même sur la table, il n'y a plus la Marie-Jeanne, c'est-à-dire la bouteille de 2,5 litres. Hein. C'était courant, disons, il y a 50 ans ou 30 ans, je dirais. Et aujourd'hui, en plus, je voudrais rajouter, je dirais, un peu avec, disons, l'enseignement. Puisque souvent, aujourd'hui, je dirais, dans les écoles, il n'y a plus que de l'eau. Donc, il n'y a plus l'habitude du gamin à boire, disons, du rouge ou du vin, ou tout alcool. Je dirais. Par contre, ce qu'il faut fasse attention aujourd'hui, souvent, c'est qu'il se consomme peut-être une partie d'alcool plus dur, je dirais, quand, disons, il y a un repas ou autre, je dirais, mais ce n'est pas habituel, et l'alcool a bien diminué, la consommation d'alcool, je dirais, dans nos campagnes. Il n'y a aucun souci. Philippe, je voulais qu'on termine parce que l'heure va arriver, mais avec peut-être un autre fait, comment dire, journalistique. Oui, alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Justement, je vais rebondir sur vos propos. Voilà. À votre tour. Vous avez évoqué les carences. Alors, justement, on a interrogé un autre scientifique, en l'occurrence le vice-président de la Société française de nutrition. Vous voyez qui je veux dire? Voilà, le professeur Tugnan qui est praticien aussi à l'hôpital Armand-Trousseau. Et ce médecin nous dit, toutes les semaines, je vois un jeune en consultation qui est carencé en fer. Et avec des conséquences qui sont importantes sur la santé. Ça va même jusqu'à la santé mentale. Donc lui, il nous avait déjà alerté il y a 6 ans, on l'avait déjà interrogé et il nous disait qu'il voyait en consultation, alors là, sur les très jeunes enfants, des dégâts irréversibles au cerveau. Parce que les parents souhaitaient une éviction de la viande, des produits carnés, voilà, donc des produits laitiers. Voilà, et donc on voit que ça continue. On voit que les influenceurs, je les évoquais, la viande, dès qu'ils peuvent tirer dessus, ils le font. Donc il apportait dans cette interview un peu de modération par rapport à ça et surtout il faisait bien la part des choses quand on est jeune, voire adolescent, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est plus âgé et c'est là que se construisent un certain nombre de choses. On parlait du cerveau, voilà, donc il constate des carences en fer, il constate des carences en calcium parce que c'est difficile. Vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, mais je pense que vous allez partager, c'est la biodisponibilité Il ne suffit pas de regarder la composition des aliments, mais de voir comment ces nutriments sont biodisponibles dans l'organisme. Et ça varie si vous êtes dans le règne animal ou végétal. Pour avoir 1 milligramme de fer, c'est 180 grammes de viande. Et c'est 1,4 kg d'épinards. Alors je sais pas qui... j'aime bien les épinards, j'adore ça, mais 1,4 kg, il faut déjà se l'enfiler. Hein. Vous avez tout à fait raison. Et nous avons fait une étude sur la comparaison de 8 régimes allant du régime le plus standard jusqu'au régime le plus végétarien ou végétalien. Et finalement, quand on fait entrer toutes les composantes, qu'elles soient de type santé, de type environnemental, de type tout ce qu'on a pu trouver comme composantes sur ces régimes, le meilleur, c'était le régime tel qu'il est préconisé par la santé, bon, mais décliné en bleu blanc cœur. Et le pire, c'est le régime végétarien ou végétalien. Et c'est le pire tout simplement parce que ce que vous venez de dire, pour pouvoir avoir l'ensemble des nutriments et notamment des protéines qu'il nous faut pour le développement de notre organisme, il faut manger
4 fois plus. Or, les gens ne mangent pas 4 fois plus. Et en mangeant 4 fois plus, on est le pire sur le plan environnemental. Donc, soyons contre le véganisme et les végétariens. Nous sommes des omnivores. Et je revendique le fait que nous soyons des omnivores, modestes, modérément, mais nous sommes des omnivores. Francis, je vais vous laisser conclure et je terminerai, le protocole sera rompu auprès de Thierry pour savoir si nous aurons suffisamment de fer dans notre assiette, mais juste après. Mutualia, justement, on le voit bien, la complexité est là. Je dirais aller au cœur des territoires pour écouter, comprendre. Vous l'avez fait avec des études, vos équipes sont là. Forcément, inévitablement. Il y a vraiment, quand on est un mutualiste, toute une démarche aussi de psychologue quand même, hein, malgré tout, parce qu'au-delà de la contractualisation de contrat, bien évidemment, c'est la compréhension qui fait l'axe humain quand même. Je crois que votre slogan, l'humain, c'est votre métier. Entre nous, c'est humain. Entre nous, c'est humain. Voilà, j'étais dans les parages. Non, c'est tout à fait ça. Donc, nous, notre mission, enfin, je veux dire, on est en tant que mutualiste. Il faut savoir que le mutualiste, c'est des délégués qui ont été élus par nos adhérents. Donc, ça fait partie de notre rôle de mutualiste, c'est d'aller écouter les adhérents, de savoir ce qui les préoccupe, parce que comment on peut trouver des solutions pour les aider. Donc, c'est bien ça notre mission, c'est d'être proche d'eux et puis de les écouter, quoi, je veux dire. Donc, on se charge de le faire. On fait régulièrement des formations ou des réunions d'information, et on est là aussi pour les écouter. Ça fait partie de notre réseau de délégués de mutuelles qui se charge de ça. Donc on est bien là-dessus. Et je rigolais tout à l'heure quand on parlait de fer, parce que moi mon fils, il a un souci, il en a trop. Donc il faut croire que je lui ai inculqué un peu trop de viande dans son éducation, mais bon. Enfin, je sais qu'il est gourmand de viande, donc c'est pour ça. Bon, en tout cas, voilà, ça va ravir Bernard. Thierry, merci en tout cas pour cette participation. Alors, je voulais savoir, Thierry, si nous avions assez de fer dans ce poulet de chaland de Vendée, parce que tu nous as concocté, là, on a tout ce qu'il faut. Un vrai plat rural, j'allais dire. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on a un poulet de chaland qui a été cuisiné un peu style poule au pot avec des légumes. Une polenta. Alors, du fer, pas trop. Mais par contre, ce qui est important, c'est que le corps humain, bon, j'ai pas fait, je suis pas médecin, mais on m'a toujours dit que l'énergie, c'est les protéines animales, donc on a ce qu'il faut. On a les protéines végétales, animales, donc le poulet, c'est un bon aliment. Effectivement, je pense que le plaisir de se retrouver autour d'une table, c'est important. Au niveau psychologique, manger un bon produit, c'est bon, c'est bien. Manger quelque chose qui a été fait par nos agriculteurs, nos paysans, dans le respect de leur métier, je pense que là, on est bien. Et au niveau santé, je pense que quelque part, manger quelque chose de sain, de bon, eh ben, ça peut peut-être éviter les maladies qu'on voit, puisque moi j'ai un chiffre, on me disait toujours, les cancers, c'est quand même 40% lié à la mauvaise bouffe. Donc je pense que il faut qu'on soit vraiment vigilant à manger du bon, manger de tout. J'écoutais le médecin qui disait tout à l'heure les plus mauvais régimes végétaliens, végétariens. Effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, il faut manger de tout. Et voilà quoi. Donc, ce que je peux dire sur le bien manger. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit à tous.